Là, on a 4 opérations en cours. Une qu'on a finalisée il y a quelques mois. Et là, on en a 2 en cours et une où on réitère dans 2 semaines. Et là, en 18 mois, on a dû générer 3 millions à peu près de CA, voilà, avec une marge à 25%, grosso modo. Je sais pas si tu ressens ça. Tu vois, demain, je me dis si, je sais pas, Rovsky, ça se casse la gueule et ça peut arriver, bien sûr, dans la vie d'un entrepreneur. Je sais jamais ce qui peut arriver. Ouais. Mais j'ai pas peur, en tout cas, parce que je sais que si ça se casse la gueule, je peux remonter un business et rapidement, je peux regagner encore mes 5-10 000 euros par mois sans trop de soucis. C'est là encore la deuxième fois où ça m'a conforté sur la puissance de YouTube. C'est que je dis à un client, écoute, tu me payes, lui il avait un devis à 10 000 euros, tu me payes 10 000 euros, dans un mois je te livre tes meubles. Le gars m'a dit ok, boum, il m'a envoyé 10 000. Et là quand je reçois 10 000 sur le compte, si je le rappelle, je dis mais juste comme ça, ouais t'as confiance quoi, c'est ouf. Il me dit ah ouais, ça fait longtemps, ça fait des années que je te suis sur YouTube. Et je suis là mais waouh, c'est dingue quand même, tu vois, YouTube. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'interviewe Maxence Chabert, qui est un marchand de biens. On va parler d'immobilier, on va parler business en ligne, on va parler rentabilité, et après on va partir sur plein de choses qui vont être intéressantes sur l'entrepreneuriat. Il a une très très bonne expérience, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans l'entrepreneuriat, donc ça va être hyper intéressant. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas Jérémy, il est encore à Toulon, il est venu pour plusieurs tournages, et aujourd'hui il n'est pas là, donc je serai tout seul, j'aurai la lourde responsabilité d'interviewer Maxence. J'en profite déjà pour vous inviter à vous abonner, à mettre des likes, à mettre des commentaires, à poser des questions. On est toujours ravis de pouvoir lire les commentaires. Salut. Salut Kevin, merci pour l'invitation. Merci à toi pour avoir accepté de faire l'interview. On s'est rencontrés en fait la première fois au studio ici. Ouais, il y a 10 jours je crois. C'est ça, ouais. Tu es venu tourner pour ton contenu. Ouais. Et on a bien sympathisé. Du coup, je t'ai proposé, tu as eu la gentillesse d'accepter, donc c'est très très cool. Merci en tout cas pour la propos. Non, franchement, c'est top. Est-ce que tu peux donner un peu de contexte sur qui tu es, ce que tu fais depuis 10 ans? Ouais. Et après, au fur et à mesure, on va rentrer dans le vif du sujet, comme ça va donner bien du contexte pour ceux qui nous écoutent. Ok, avec plaisir. Actuellement, je suis marchand de biens immobiliers et j'ai un club qui accompagne et qui forme des personnes à se lancer aussi en marchand de biens. Voilà, ça c'est vraiment ma casquette actuelle. Et rapidement, mon histoire, j'étais dans le bâtiment, donc j'ai quitté l'école à 15 ans. Je n'étais pas du tout adapté. Super jeune, ouais. En fait, j'ai fait la 3e, donc j'ai été viré une fois de 3e. Je suis parti en espèce d'internat, maison de redressement, tout ça. Okay. J'ai réussi à avoir le brevet des collèges. Et après, mes parents se sont dit, allez, t'as eu le brevet, tu pars en général. Et j'ai fait 3 semaines, je crois, en seconde générale. Je me suis fait virer. Je suis parti en BEP électrotechnique, je me suis fait virer. Et là, au bout d'un moment, plus d'établissements, tu sais, t'es en cours de route, un peu cassasse et tout, donc plus d'établissements te veulent. Donc, je suis parti passer le balai sur les chantiers. Et donc, je suis vraiment, là, j'étais confronté à, en fait, j'étais sur le banc, c'était confortable, t'étais tout le temps au chaud. Tu travailles, qu'il fasse chaud, froid, qu'il pleuve, quoi que ce soit. En plus, t'as eu les vacances scolaires, là, t'as vu les vacances scolaires. J'ai plus les vacances scolaires, non, c'était vraiment, c'est vraiment la claque, tu sais, qui te fait arriver dans la vie active. À 15 ans, c'est quand même un peu jeune, mais c'est très bien. Moi, je suis content de mon expérience d'un point de vue général. C'est ce qui m'a motivé à reprendre des études en alternance. Donc après, j'ai fait les Compagnons du Devoir à Nîmes pendant 2 ans. Ok. Ouais, pour passer parce qu'en fait, je discutais avec des collègues et c'est vrai qu'en quelques semaines, quelques mois, j'étais autonome. Donc, je commençais à aider au début des maçons. Puis, donc, je commençais par passer le balai. Puis, il y avait des maçons qui me demandaient des coups de main, ceux qui étaient sur le chantier. Puis, j'étais un peu leur bras droit. Puis, des fois, après, je faisais des tâches moi-même. Donc, j'ai une belle évolution. Et mes supérieurs m'ont dit, il faut quand même que tu passes des diplômes, quoi. Tu vas pas rester comme ça. Tu n'as aucun diplôme. Surtout que le CAP, c'était pas si compliqué que ça à passer. Donc, j'ai passé le CAP. J'ai passé le BP, donc brevet professionnel, qui est juste en dessous du bac pro, jusqu'au bac pro. Voilà, donc j'ai repris un petit peu des études. CDI arrive, je commence à travailler un petit peu. Le week-end, je travaille un peu au black, je fais des chantiers pour les autres, ainsi de suite. Et là, je rencontre mon père riche, un peu, si je peux dire. Ouais. J'avais lu Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Et en fait, c'était le père d'un pote. Ce père-là a beaucoup investi dans l'IMO. Et le déclic qu'il a eu, c'est qu'il avait un magasin d'optique sur Lyon. Et, parce que je suis originaire de Lyon initialement. Et en gros, il m'a dit, regarde Max, j'ai travaillé 40 ans dans ma propre boutique et j'ai vendu moins cher mon fonds de commerce que mes murs que j'ai achetés il y a 20 ans. Et donc, c'est là où il m'a dit, l'immobilier, c'est trop puissant. Il a pas mal investi du coup dans l'IMO et tout. Il m'a dit, au lieu d'aller travailler pour les autres, tu as un CDI, tu achètes un appart, tu le rénoves pour toi.
tu y habites, tu le revends ou tu le loues, tu fais un peu ce que tu veux. Et moi, bêtement, j'avais pas d'argent parce qu'à l'époque, aucune éducation financière. Je réussis à acheter un bien immobilier parce que je crois que j'avais 700 euros sur le compte. J'avais demandé à mon père qu'il me prête un peu d'argent et tout, histoire d'avoir une situation à peu près stable. J'ai eu peut-être 7 refus bancaires au début, jusqu'à un moment où un conseiller, un jeune, m'a dit, bah allez, vas-y, c'est ta résidence principale. De toute façon, t'es en location, donc bon, pas de risque, quoi, finalement. Et j'ai acheté ce premier bien, je l'ai rénové, je l'ai revendu quelques mois après avec une belle plus-value. Je crois que j'avais fait 50 000 euros, un truc comme ça. Donc, énorme, tu vois, pour moi. Parce que je gagnais à l'époque 1005, 1008 quand j'étais en déplacement. Donc là, 50 000 net qui tombent en quelques mois. Tu sais, tu te dis, waouh, en fait, c'est pas mal l'immobilier. Et donc, j'ai continué parce que quand je suis retourné voir le banquier, il m'a dit, ah bah ouais, c'est pas mal ce que tu as fait. Donc maintenant, je suis prêt à te refinancer. Ça, c'était il y a plus de 10 ans. Donc, c'est vrai que la situation était différente que maintenant aussi. Et du coup, j'en ai racheté un autre, puis un autre, puis un autre. Je les exploitais en courte durée à l'époque. C'était le lancement de Booking et Airbnb en France. Donc, on était invités dans leur bureau, on travaillait avec eux pour voir ce qui était bien, et ainsi de suite. On était un peu les bêta-testeurs. On faisait des événements aussi sur Lyon, parce qu'on était un petit groupe d'investisseurs, on les conviait aussi, donc c'était hyper cool. Et après, j'ai continué à revendre d'autres biens. En fait, j'achetais des biens, je les lançais en Airbnb avec une belle renta, et je revendais un business, si tu veux. D'accord. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'était un comptable qui me l'a acheté parce qu'il avait vu les chiffres. Il s'est dit, putain, le projet est bien. Et c'était un agent immobilier qui me l'avait vendu. Donc, je l'avais acheté, je l'ai rénové, je l'ai exploité. Et quand j'ai mis à la vente, je lui ai dit, bah, il faut que tu me le vendes tant. Je crois que c'était 240 000. J'avais acheté 140 avec les travaux, j'étais à moins de 170. Je lui ai dit, bah, mets-le à 240. Elle me dit, ouais, mais le prix au mètre carré, t'es bien trop cher. J'ai jamais vendu ça, tu vois. Et il n'était pas lumineux. Enfin, tu vois, c'était dans le Vieux-Lyon, donc c'était un peu sombre et tout. Mais je lui ai dit, mais en fait, on ne vend pas du mètre carré, on vend un business, tu vois. Et donc, elle a fait une annonce dans ce sens-là et ça a matché direct, quoi. Il y a un comptable, il a vu les chiffres, il s'est dit, mais tu as un site web en plus dedans, tu as une concierge qui s'occupe de tout. Enfin, vraiment, le business clé en main, quoi. Ouais, exactement. Et ça a cartonné. Donc, je l'ai revendu, encore une plus grosse marge. Et c'est là où, progressivement, je me suis dit, bon, je vais arrêter le travail. Parce que aussi, en parallèle, donc, je fais 1 an de CDI après le bac pro. Et donc, je commençais à peine à investir dans l'immobilier. J'avais fait mon premier achat, je commençais à y habiter. Et donc, je ne pensais pas à cette époque pouvoir vivre tout de suite et rapidement de l'IMO. Et je faisais tout le job d'un chef d'équipe, mais je n'avais pas la paye du chef d'équipe, évidemment. Tous les inconvénients. Et donc, je vais les voir. Ça arrive souvent dans les business. Ouais, c'est ça, exactement. Tu fais le boulot, mais tu n'as pas du tout le job. Et donc, tu vois, on me dit, ah ouais, bah, c'est vrai que ce que tu fais, c'est bien, mais on ne peut pas te donner la paye parce que tu n'as pas un BTS. Donc, en parallèle, je passe un BTS toujours dans la même boîte en alternance. Donc, je suis quand même bankable à l'époque parce que, en fait, la banque a juste vu que j'étais en CDI, puis je repars en CDD, mais ça a pour vocation de repartir sur un CDI. Et du coup, c'est ce qui me permet de continuer à investir. Et pour les anecdotes, c'est la journée, j'allais à l'école, le soir, j'allais rénover les appartes. Et même lorsqu'on avait passé les épreuves du BTS, entre midi et 2, mes potes allaient à la cantine, moi j'allais à Casto récupérer le matos pour le soir, tu vois. Et j'ai eu le BTS à 10,64, je crois. Enfin, vraiment ce qu'il fallait, parce que j'avais aussi la tête ailleurs. Et quand j'ai eu le BTS, je suis retourné voir mon patron et il m'a dit « Ah mais non, parce qu'il te manque encore quelques années d'expérience. » Ok. Attends, tu t'en embrouilles depuis des années. Je dis bah, « Tu sais quoi, j'arrête. Moi, je gagne plus d'argent avec l'immobilier, ça me fait plus kiffer. » Donc, j'ai quitté mon job. À ce moment-là, j'avais 24 ans. D'accord. Alors, j'aimerais bien revenir juste au départ parce que, tu vois, donc moi, j'ai 34 ans. Ok. Je m'intéresse à l'immobilier parce que donc, j'ai acheté la formation de Yann Darwin de Green Bull, dépensé 4 000 balles. Ouais. Je me suis dit, j'ai vu plein de vidéos sur Green Bull avec Yann Darwin en me disant, OK, 4 000 euros, finalement, c'est pas beaucoup parce que si tu fais un coup dans l'immobilier, ça te rembourse et tout. C'est les arguments, oui. Trop bien, il a raison, je vais faire ça, tu vois. Donc 4 000 balles, ça me fait quand même un deuxième trou au cul. Ouais. Je suis la formation et je vais avec mon frère, on va quand même visiter quelques apparts et tout. Et finalement, je me suis jamais lancé. 34 ans aujourd'hui, je me suis jamais lancé dans l'immobilier. Okay. Et pourtant, j'ai lu aussi Père riche, Père pauvre. J'ai lu plein de livres sur l'investissement, sur l'immobilier, etc. J'ai acheté des formations et je suis toujours pas passé à l'action. Qu'est-ce qui a fait que toi, à l'époque, en fait, t'es passé à l'action en disant, OK, faut que j'investisse dans l'immobilier et je le fais? Moi, c'est la douleur. En fait, tu vois, surtout à cette époque-là, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, c'est parce que j'étais en déplacement, donc j'habitais sur Lyon, j'étais en déplacement à Saint-Étienne, on faisait les allers-retours tous les jours. Je me levais à 4h du mat, je rentrais le soir à 19h, tu vois. Donc, j'avais pas de vie. Et ça, pour gagner peut-être 200 balles de plus, tu vois. Donc, et vu qu'on faisait beaucoup d'heures de voiture, là, le matin, le soir, il suffisait qu'il y avait un accident, tu rentrais à 21h, tu vois. Vraiment plus de vie. Je me suis dit, j'ai pas envie de vivre ça toute ma vie, tu vois. Peut-être que là, actuellement, avec ton business, t'es un peu plus confortable et c'est ce qui fait que tu te dis que je le fasse ou pas, ça n'a pas impacté directement ma vie. C'est mieux si je le fais, mais ça n'impactera pas ma vie.
Moi, à l'inverse, j'avais trop de douleur pour me dire, bah non, je peux pas me permettre, je suis pas confortable en fait, tu vois, D'accord, ouais. dans ma vie. Donc, je pense qu'il y a ça. Et moi, je vends pas de formation, je vends de l'accompagnement. Parce qu'une formation, bah, t'es pas le seul, hein. Il y en a énormément des personnes comme toi qui achètent une formation. Et en fait, des fois, tu regardes la formation, alors tu comprends, tu vas visiter un premier bien, mais t'es perdu. Parce que, bah oui, dans la vidéo, on te dit de faire ça, 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 mais il n'y a personne qui est vraiment là pour t'accompagner, si tu veux. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé un club pour des personnes qui se lancent en marchand, parce que beaucoup lisent des livres, regardent des vidéos YouTube ou même achètent des formations, mais s'il n'y a pas de suivi, chaque projet est différent, chaque situation est différente, chaque vente est différente. Donc, si tu n'as pas quelqu'un qui est peut-être un peu plus expérimenté que toi, qui te dit, ah bah, fais comme ça, fais comme ci, bah, c'est compliqué. Et rapidement, tu peux te bloquer et tu peux te dire, en fait, c'est trop compliqué, quoi. Ça, c'est vrai, parce que c'est Alex Hormozy, il dit, souvent, on le cite dans le podcast, Ouais. lui, ce qu'il raconte, tu vois, il dit c'est très facile à comprendre. C'est Et ça. les gens, ils pensent que comme c'est facile à comprendre, bah, c'est facile à implémenter. Oui. Et en fait, non. Ouais. C'est pas parce que c'est facile. Et généralement, en fait, il dit c'est même l'inverse. Plus c'est facile à comprendre, plus c'est difficile à clairement. appliquer. Ouais, clairement. Et ça, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte. Et c'est un peu la trame de Hormozy qui délivre énormément en vidéo. Et il te dit, par contre, dès que tu as des résultats et que tu veux vraiment aller plus loin, Tu viens me vraiment voir. implémenter, bah, tu m'appelles. Ouais. C'est un peu, je pense, le tournant qu'on va prendre sur YouTube aussi cette année. Ça va être ça, c'est on va tout délivrer sur le marchand de biens. Beaucoup de personnes font payer ce que nous, déjà, on délivre actuellement. Mais on va aller encore plus loin, juste pour dire que nous, notre valeur ajoutée, c'est pas les connaissances que tu peux acquérir tôt ou tard. C'est vraiment l'implémentation, c'est vraiment même trouver des solutions à tes problématiques. Une des premières problématiques des personnes qui se lancent en marchand de biens, c'est notamment le financement. Nous, on a plein de solutions, on a nos banquiers qui nous suivent, il suffit que je m'associe avec toi et tu bénéficies de mon expérience et de mon banquier. Il y en a qui manquent de fonds, on a maintenant un peu de trésor qui permettent d'investir dans les projets d'autres participants, si tu veux. Donc en fait, on va venir essayer d'analyser quelles sont vos vraies demandes. Et il y en a, c'est simplement de la motivation. Un peu comme toi, peut-être ce truc où s'il y avait eu un gars derrière toi qui te mettait des coups de pied au cul, tu devais faire un reporting chaque semaine, peut-être que tu serais passé à l'action, tu vois. Ouais, complètement. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure un peu en off, où des fois, on a des personnes qui, tu vois, qui prennent pas trop leur vie en main ou qui ont du mal à passer à l'action, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, ils n'ont pas forcément les codes ou je sais pas trop pourquoi, mais moi, sur la partie entrepreneuriale, tu vois, ou monter un business ou quoi, bon, ça me fait pas peur et au contraire, j'aime ça. Et demain, tu me dis, on monte une entreprise sur n'importe quel projet, si ça me hype, je vais le faire. Et je vais pas me poser 50 questions. Contrairement à l'immobilier, où je sais pas pourquoi, j'ai des croyances limitantes, où j'ai des blocages sur l'immobilier, où je me dis, ok, c'est pas pour moi, ou je sais pas faire, et donc effectivement, il faut que je sois accompagné, parce que tout seul, je sais, tu vois, à 34 ans maintenant, je sais que tout seul, je le ferai pas. Ça fait 10 ans que je me dis, il faut que je le fasse. Si au bout de 10 ans, tu l'as toujours pas fait, c'est que, voilà, il faut trouver une autre solution, quoi. Ouais, je pense que c'est qu'une question de... Là, tu es dans ta zone de confort dans l'entrepreneuriat, donc tu as des automatismes aussi. Et en fait, je pense que dans n'importe quelle activité, l'humain fait que il va se créer des habitudes, des automatismes pour éviter de penser 2 fois la même chose, parce que tu l'as fait une fois, ça a fonctionné, tu vas dupliquer. Tu vois, maintenant, une opération, quand je la réalise, c'est très simple. Là, il y a quelques semaines, on s'est positionné sur un projet à 1 million. J'ai réfléchi 2 minutes, tu vois. Par contre, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, impossible. Je ne m'y serais jamais positionné, tu vois. Mais parce que je pense que c'est un peu comme le business, tu vois. Tu as appris beaucoup de choses, sûrement, tu t'es formé dans la fiscalité ou autre, qui fait que c'est devenu confortable. Tu as eu des profs, tu es passé à l'action, tu as fait pas mal de choses. Et je pense que c'est juste ça, c'est juste ta zone de confort. Il faut que tu te crées une zone de confort dans l'IMO. Moi, c'est ce que je dis, premier truc à faire, tu te casses même pas la tête, tu visites. Parce que moi, je procrastinais énormément sur mes premières visites. Je vais faire un cliché, mais j'étais maçon sans diplôme, j'étais hyper timide ou quoi. Juste prendre le téléphone pour appeler un agent immobilier, je bégayais au téléphone, tu vois, les premiers appels. Maintenant, je suis tranquille et j'arrive quand même à être assez persuasif au téléphone pour avoir 48 heures de délai, tu vois, où je suis tout seul à pouvoir visiter le bien dès qu'il sort, si tu veux. Mais ça, c'est passé par une mise en application, une formation, peut-être de la confiance qui a grandi aussi. Oui, comme moi, quand j'ai mes premiers prospects qui m'appelaient... t'es pas bien. Voilà, t'as la voix qui tremble, t'es pas bien. Aujourd'hui, je peux faire un call sans problème. Évidemment, ouais. Tu peux être dans la voiture, tu peux être sur la plage, tu peux faire un call, quoi. Donc, c'est comme dans tous les domaines, je pense. Bon, ok. J'aimerais parler sur le YouTube Game. Du coup, tu t'es lancé il y a 10 ans, quasiment. Ouais, il y a 6 ans. Il y a à peu près 6 ans, ouais. Pourquoi tu t'es lancé là-dessus? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que ça se faisait déjà, j'imagine, dans l'immobilier il y a 6-7 ans. Très peu. En fait, quand je me suis lancé, j'avais un super pote, Jean Baudin, qui lui faisait de la location courte durée.
Et en fait, il m'avait invité dans un de ses séminaires pour raconter mon parcours, parce qu'en fait, c'était créé un petit club. J'adore les clubs, c'est pour ça que je continue à en créer aussi. Un petit club d'investisseurs lyonnais, tu vois, où l'idée, c'est de se retrouver peut-être une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, d'aller boire un verre, d'aller au resto et d'échanger un petit peu nos avancées, nos tips, nos déboires, notre démotivation aussi, peu importe, tu vois. On partageait comme ça. Et lui, il commençait à se mettre un petit peu sur YouTube parce qu'il avait rencontré Olivier Seban, qu'il avait mis un peu sous son aile. Et du coup, il s'est dit, tiens, je vais me lancer sur Internet. Et moi, par ricochet aussi, parce qu'il m'invite à un moment à un séminaire, il me dit, tiens, Max, t'as quitté ton job, t'as un parcours de ouf, c'est trop cool, est-ce que tu veux partager? Donc moi, j'étais là, non, c'est pas ouf. Enfin, tu sais, quand t'as la tête dedans, c'est normal, quoi. C'est juste un plan que tu suis. Je partage sur scène, j'interviens, et là, à l'issue, c'est, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est trop inspirant, je me reconnais trop dans toi et tout. J'étais là, nulle part, je suis là, c'est tout, quoi. Je suis juste sur scène. Et tu sais, au bout d'une fois, 2 fois, les gens disent, mais t'as pas une chaîne YouTube, t'as pas un truc, parce qu'il y avait pas Instagram et tout. Il y avait Facebook et YouTube. Je dis, non. Et au final, progressivement, je me suis dit, allez, let's go, je lance ma chaîne YouTube. Je devais avoir peut-être 25 ans, je crois. Et pareil, la première vidéo, c'était hyper compliqué, zone de confort. Tu sais, maintenant, publier une vidéo YouTube, c'est OK. Mais la toute première, je crois que j'ai dû mettre 3 semaines avant de la publier. Elle était tournée. Elle était horrible. Il y avait des coupes tous les mots parce que je savais pas parler. Enfin, tu vois, c'était vraiment compliqué. Je l'ai publié. Ça a plutôt bien marché pour une première, tu vois. Je me suis dit, bon, si j'ai 3 vues, je suis content. Moi, ma femme et ma mère, tu vois, pourquoi pas. Au final, ça a plutôt bien marché, de par les petits events où j'allais. Et après, j'ai continué. En fait, c'est toujours pareil. Il y a un truc qui fonctionne, t'y vas. Mais YouTube, j'ai vraiment... En fait, je le faisais en parallèle d'autres choses. Donc, je me suis jamais mis à 100% comme certaines personnes qui arrêtent tout ce qu'ils font, même leur investi IMO, pour aller à fond là-dedans, parce que c'était pas ma vision. J'aimais trop l'immobilier pour faire que ça. Et du coup, j'ai pu créer d'autres business. Donc, après, j'ai créé une agence immobilière qui faisait de l'investissement clé en main sur Lyon, qui s'appelle B2B, qui est toujours en activité, simplement parce qu'il y a des personnes qui me disaient, tiens, Max, est-ce que tu peux le faire pour moi? Donc, j'ai eu un pote, puis un deuxième, puis un gars que je connaissais un peu moins, et ainsi de suite. Donc, j'ai créé l'agence IMO. En fait, c'est intéressant parce que les personnes, quand elles m'appelaient, elles me disent, j'ai confiance en toi parce que je t'ai vu sur YouTube. C'est là où je me suis dit, c'est puissant quand même YouTube. Après, montrer ton visage et tout, effectivement, ça donne confiance. Tu vois aussi la personnalité, la façon dont tu parles. Effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de confiance quand tu vois une personne, tu as l'impression de la connaître. Voilà, c'est ça. Et surtout, si tu fais beaucoup de vidéos, elle va te voir beaucoup, peut-être des fois plus que des amis ou même conjoints, tu vois. Et il y en a, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, mais je te vois beaucoup plus. Et du coup, c'est vraiment, tu es dans la vie privée de la personne. Ils te voient peut-être plus que leur femme ou leur homme, tu vois. Et du coup, tu rentres un peu dans le côté un peu plus intime et dans le quotidien des personnes. Donc, j'ai créé ça a super bien marché. Après, j'ai créé une première formation parce que toujours pareil, une personne te demande de l'accompagner, 2, 3, mais après, il y en a une à Brest qui dit, moi, je veux juste que tu me dises comment faire. Donc, j'ai fait une formation, ça a plutôt bien marché. Ça, c'est vrai que souvent... Alors, moi, je me lance aussi dans la formation, donc j'avais aussi des a priori là-dessus. Ouais. Maintenant, je comprends un peu mieux, tu vois, mais c'est vrai que des fois, on se dit, OK, le mec, il est marchand de biens et il te dit qu'il gagne hyper bien sa vie. Pourquoi il se fait chier à vendre des formations? En fait, il va faire plus d'argent grâce aux formations que grâce vraiment à son activité. Et du coup, ça fait un peu... vendeur de rêve. Est-ce que tu as eu cette image au départ ou... Au tout début, non. Parce que c'est depuis quelques années où ça a été galvaudé, parce que évidemment, tu as eu des vendeurs de formation qui se sont expatriés à droite à gauche, qui te vendent n'importe quoi et t'achètes, c'est du bullshit, quoi. Donc oui, malheureusement, il y a une mauvaise image. Au tout début, non, parce qu'il y avait une belle clientèle de personnes qui, tu sais, j'aimais bien un peu ce côté insouciant où les livres commençaient à être lus, tu vois, sur le business, où dès que tu avais une formation, t'en as qui achetaient. Donc tu vois, c'est vraiment une bonne énergie et il y avait beaucoup moins d'acteurs que maintenant, si tu veux, donc sur le marché. Et du coup, ça allait. J'ai arrêté un moment parce que c'était quand je suis parti à Dubaï, et si tu veux, j'ai vu un peu l'envers du décor, beaucoup de personnes qui étaient, je ne vais pas citer de nom, c'est pas le but, mais du coup, ça m'a un peu dégoûté, tu vois, même un peu avant de partir à Dubaï, ça m'avait dégoûté du YouTube game où tu sentais que t'en avais, c'était du gros bullshit, genre il te disait deviens libre, mais en fait, il gagnait il était à moins 50 € sur sa location, et il disait comment gagner 3 000 € par mois de bénéfice, tu vois. Et en fait, quand tu commences à discuter avec des personnes, tu dis, mais attends, mais j'ai pas envie de ressembler à ça, tu vois. Donc, j'ai eu un petit déni, on va dire, de YouTube, même si c'était hyper puissant, et c'est là où je le repense différemment, et c'est pour ça que j'ai envie d'envoyer full valeur sur YouTube, parce que dès que je lançais un business en relation avec l'immobilier, ça cartonnait. Genre, là, j'ai lancé la première société d'ameublement clé en main, qui était Chabert Agencement, ça n'existait pas. Et je me souviens, mon tout premier client, et c'est là encore la deuxième fois où ça m'a conforté sur la puissance de YouTube. C'est que je dis à un client, écoute, tu me payes, lui, il avait un devis à 10 000 €, tu me payes 10 000 €, dans un mois, je te livre tes meubles. Le gars m'a dit, OK, boum, il m'a envoyé 10 000. Et là, quand je reçois 10 000 sur le compte,
Si je le rappelle, je dis, mais T'as juste comme confiance ça, ouais, t'as confiance, quoi. Tu sais, c'est ouf. Il me dit, bah ouais, ça fait longtemps, ça fait des années que je te suis sur YouTube. Et je suis là, mais waouh, c'est dingue quand même, tu vois, YouTube. T'as vraiment une relation. Et là, ça m'a reconforté dans ça. Donc après, j'avais lancé cette activité. On l'a bien développée, ça a super bien marché. Et voilà, et progressivement, on en est venu. Donc YouTube, ça s'est fait naturellement suite à une demande. Après, comme je te dis, il y a eu un moment un peu plus down. C'est pour ça que j'ai pas 100 000 abonnés, parce que je fais pas des vidéos tous les jours ou toutes les semaines depuis Après, 6 t'as ans. quand même 25 000 abonnés, quelque chose comme Ouais, ça. j'ai Ouais, 25 000 abonnés, ouais. Parce que Mais, franchement, c'est. Ce qui est plutôt pas mal, ouais. C'est plutôt Et ça bien. s'est fait donc parce que tu étais régulier, tu apportais pas Ouais, mal de valeur ouais, et c'est ça. ça C'est s'est ça. fait au fur et à mesure. Quoi. Exactement. J'avais beaucoup de commentaires qui disaient, putain, j'ai payé une formation qui m'a dit exactement ce que tu m'as dit, tu vois, sur certains sujets. Et c'est vrai que j'essayais du moins d'apporter pas mal de valeur, peut-être un peu de motivation, voilà, faire pas mal de témoignages. Et là, l'axe qu'on va prendre, je prends un coach d'ailleurs, parce que je coach des personnes, mais je suis ultra coachable aussi et j'adore prendre des coachs. Là, je prends un coach qui va me permettre de mettre en place une vision très long terme sur le contenu, si tu veux. Ça, il habite aux États-Unis et c'est vraiment dans l'esprit de dire maintenant, voilà une vision ultra long terme sur créer un écosystème très puissant autour du marchand de biens, si tu veux. D'où la notion d'envoyer énormément de valeur, parce que YouTube, je suis convaincu que ça fonctionne. C'est juste que, comme je te dis, suite à différentes choses, j'étais un peu sorti de la plateforme pour éviter d'être assimilé à d'autres personnes, parce que j'avais pas envie et c'était pas mon but, et j'avais d'autres business qui tournaient très bien en parallèle, donc j'avais pas envie d'entacher l'image de ces business à cause de YouTube, si tu veux. Mais là, je trouve que ça s'est quand même écrémé ces dernières années, notamment avec t'es un vendeur de formation, tu vois. Là, ça va un peu mieux. Alors oui, t'as toujours des personnes qui vont te le dire, mais de toute façon, c'est comme tout, l'infoprenariat, il faut aussi suivre, et j'aime bien les US pour ça, c'est parce qu'ils ont toujours un temps d'avance. Et c'est vrai que eux, ça fait quelques années qu'ils te disent de toute façon, là, on retourne vers l'humain, vers du vrai accompagnement et pas de la formation que tu vas vendre en masse. Et c'est le switch qu'on avait pris aussi sur, moi, de toute façon, c'est l'humain que j'apprécie le plus, tu vois, c'est pas vendre des formations pour vendre des formations. Donc, c'est ce sur quoi on se réaxe. Non, complètement. C'est vrai que, encore une fois, c'est ce que moi je l'ai vécu. La formation elle-même, Ouais. c'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. Et en plus, encore une fois, tu as raison, tu trouves l'information sur YouTube gratuitement. Donc, ce qui est important, c'est de donner full valeur, donc donner l'information, et après de vendre l'accompagnement, l'implémentation, en fait. Ouais, complètement. Mais vendre uniquement l'information, ça n'a pas beaucoup de valeur, parce qu'en soi, tu arrives à la trouver, sur Internet. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu en as beaucoup qui disaient, en fait, la formation, c'est simplement tout ce que tu dis sur YouTube, mais de manière condensée. Je n'étais pas vraiment fan avec ça, parce que après ça, il y en a qui le vendaient 2000 balles. Tu dis clairement que tu fais une playlist sur YouTube où tu redis exactement la même chose. C'est pas très honnête s'il n'y a pas forcément plus de valeur que ça. Tu sais, si après tu as une communauté, des rencontres, des choses comme ça, pourquoi pas. Tu dis c'est un shortcut pour y aller à l'essentiel. Mais si c'est pas le cas, si tu n'as qu'une formation, c'est pas ouf. Ouais, complètement. Mais par contre, si tu as un accompagnement et tout, là, je suis convaincu que ça fonctionne. Complètement. Et aujourd'hui, donc tu es à full-time sur tu as encore du full-time, tu prends encore du temps sur la partie agence immobilière, ou non, c'est surtout marchand de biens, formation? Agence immobilière, enfin, tous mes autres business, je les ai soit arrêtés, soit je les ai full délégués. Je me suis associé avec d'autres personnes qui sont dans la partie opérationnelle. Et là, vraiment, mon quotidien, c'est marchand de biens, et j'accompagne des personnes à faire du marchand de biens aussi. C'est vraiment full-time. Ok. Et donc, tu le fais sur toute la France? Là, aujourd'hui, tu es sur Nice. Comment tu t'organises? Alors, en fait, mes propres opérations, je les fais sur la Côte d'Azur. Et par le biais du club marchand de biens qu'on a, donc c'est notre accompagnement, c'est sur toute la France. Et il m'arrive de faire des projets en Gironde, à Sète, Côte d'Azur, enfin à Agde, ou même en Bretagne si tu veux, parce qu'il y a des participants qui trouvent une opération, qui ne sont pas soit prêts psychologiquement à la faire seule, et ils se disent tiens, je veux quand même que tu sois dans l'opération, donc on s'associe, soit financièrement, qui n'ont pas suffisamment de fonds, pas suffisamment de contacts, ou des compétences par exemple en travaux qui n'ont pas. Donc c'est là où on va venir en support et on peut s'associer avec elle. À partir du moment où j'ai une personne qui peut gérer un projet sur la région, je peux m'associer avec elle même en dehors de ma région. Ok. Et après, tu as aussi une foncière pour gérer ça, ou c'est vraiment de l'achat-revente, ou après, tu as aussi de l'actif, ou avec du locatif, tout ça. Comment tu t'organises? Ouais, alors si tu veux, j'ai une holding qui, elle, a pour but de prendre des participations dans les boîtes. Donc, c'est soit des boîtes qui vont faire du marchand, soit depuis là quelques semaines, vu qu'on en parlera peut-être un peu de chiffres, mais ça génère quand même pas mal de capitaux qu'on peut réinjecter et intégrer le capital d'autres sociétés, mais des fois qui n'ont rien à voir avec l'immobilier. Donc, on a une holding qui fait ça.
Et sous cette holding, j'ai d'autres sociétés, soit des sociétés avec d'autres participants du club pour faire des projets, soit qu'on liquide à l'issue du projet, soit qu'on continue parce que ça a bien fité et qu'on trouve ça cool. Et j'ai aussi ma société de marchand de biens qui fait des opérations. Là, on va les dupliquer en fonction des grosseurs des projets. Donc, c'est un peu la structuration qu'on a actuellement. Ok. Tu as trouvé un expert comptable qui est calé sur l'immobilier là-dessus? Ouais, j'en ai un super bon. Il est sur Toulouse, mais hyper bon, hyper accessible. Il est jeune comme nous, tu vois. Et il a autant la fibre entrepreneur que nous. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux casquettes, si tu veux. C'est le gars, j'envoie un mail. Lundi matin, j'avais un problème avec l'URSSAF à régler rapidement. Je lui envoie un email, il me répond il m'appelle 1 heure après, il me dit envoie-moi tous tes accès, je gère tout, tu vois. Et le soir, il m'a dit c'est bon. Ah, trop bien. Et là, tu dis, ça c'est cool. Par curiosité, parce que du coup, là, je me lance dans ce business-là où je communique beaucoup sur le côté expert comptable généraliste versus un expert comptable spécialisé. Et je pense vraiment que la spécialisation, ça apporte beaucoup plus de valeur à un entrepreneur. Et donc, pour moi, tu vois, quelqu'un qui est comme toi dans l'immobilier, qui a beaucoup d'actifs à gérer ou qui fait beaucoup de marchands de biens, il faut qu'il prenne un expert comptable spécialisé dans l'immobilier, parce que sinon, si tu me prends moi comme expert comptable, je suis pas expert comptable, tu prends mon cabinet. On n'en fait pas beaucoup, tu vois. Donc, on ne va pas avoir beaucoup de conseils à t'apporter. Par contre, quelqu'un qui fait que ça, je pense que lui va être full valeur, il va connaître, il va avoir des automatismes. Clairement. Et là, est-ce qu'il est spécialisé, celui-ci? Ouais, lui est spécialisé, il est très bon là-dedans. Et il a aussi un service, parce qu'il a un gros cabinet, il a aussi un service qui est spécialisé là-dedans. Donc, il a un service LMNP qui gère moins LMNP. Il a un service marchand de biens. Il a un service pour la formation aussi, tu vois. Donc, il a vraiment des services et j'ai des personnes référentes différentes en fonction des sociétés. Ok. Non, ça, c'est intéressant parce que je pense qu'en tout cas, la profession, elle va vers ça. Ouais. Bon, je parle un peu de compta parce que c'est mon domaine, tu vois. Mais... Bien sûr. C'est important. Ouais. Et je trouve que la profession, elle va vers ça. Tu vois, les avocats, ils ont fait ce virage-là il y a longtemps où il n'y a plus d'avocats généralistes, tu vois. Tu as des avocats qui sont spécialisés dans le pénal, dans le droit des affaires, dans le droit de la famille, contentieux, propriété intellectuelle. Bref, tu vas pas voir un avocat généraliste, tu vois. Je fais tout, c'est-à-dire que tu fais rien, quoi. Et je pense que l'expert comptable, avant, voilà, il était généraliste et tu allais voir l'expert comptable à côté de chez toi. Et que demain, ça ne viendra pas l'idée de prendre un expert comptable généraliste. Tu prendras un expert comptable en fonction de ton business, quoi. Clairement, ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, je préfère toujours travailler avec des spécialistes. C'est pareil, dans le marchand de biens, je fais pas tout type d'opération. Tu vois, il y en a qui me disent pourquoi tu fais pas de la construction, de la maison de luxe, des trucs. C'est pas mes compétences, en fait, tu vois. Et j'ai pas envie de faire croire que je suis quelqu'un que je ne suis pas. Moi, je suis fort sur achat, division, rénovation, revente de bâtis, mais c'est tout. Je fais même pas de terrain, tu vois. Donc, c'est que des compétences très spécifiques et je pense que c'est de l'humilité ou de l'intelligence, je sais pas, mais vraiment l'idée de se dire, moi, je suis bon là, je vais faire ça. Donc, un peu comme un expert comptable. Je suis bon dans l'immobilier, je vais faire que de l'immo. Ou dans le rachat d'entreprise, je vais faire que du rachat. Complètement la niche. Je trouve que c'est là où tu excelles parce que tu trouves ta zone de génie. Et c'est là où tu peux scaler, c'est là où tu peux faire. C'est exponentiel, en fait. Tu vois, par exemple, dans l'IMO, j'ai aussi des personnes qui me contactent toujours pour que je les accompagne à faire du locatif. Mais je leur dis, je fais du locatif, mais j'ai pas envie de t'accompagner parce que prends quelqu'un où son job, c'est d'accompagner les personnes dans le locatif. Et sera encore meilleur que moi, tu vois. Donc, je préfère dire non, moi, maintenant, mon client type, c'est un gars qui a déjà fait de l'IMO ou qui débute dans l'IMO, mais qui a envie de se lancer en marchand de biens. C'est tout. Et je vais pas aller chercher plus loin. Trop bien. Tu communiques un peu sur tes chiffres ou pas? Ouais, je peux communiquer sur mes chiffres en marchand de biens, du coup. Ouais, en marchand de biens. Tu fais combien d'opérations Là, on est à 4 opérations en cours. Enfin, une qu'on a finalisée il y a quelques mois. Et là, on en a 2 en cours et une où on réitère dans 2 semaines. Et là, en 18 mois, on a dû générer 3 millions à peu près de CA. D'accord. Avec une marge à 25%, grosso modo. Ok. Donc, là, tu as plusieurs associés avec toi ou non? Non, là, je suis qu'avec un seul associé. Et on est que passé par des prêteurs privés, si tu veux. Où nous, l'idée, c'est un peu l'effet boule de neige. On a fait une première opération, 370 000, je crois, tout compris. On a rendu 525 000. Ça nous a permis d'acheter une plus grosse opération qu'on a rendu 800 et quelques mille. Ça nous a permis de racheter un petit projet à 200 000 qu'on a revendu 300. Et ça nous permet d'acheter là, dans 2 semaines une opération à 1 million qu'on va revendre à 1,4 million, 1,5 million. Donc en fait, c'est l'effet boule de neige. Mais donc je suis associé avec une personne et on a fait que du financement privé. Pourquoi? Parce que une des premières remarques que les personnes me disent, c'est que je peux pas me lancer en marchand de biens parce que 1, j'ai pas d'argent, parce que 2, les banques me suivent pas, parce que voilà, tu vois, il y a plein de... Ou même 3, parce que je connais pas le secteur. Et ben moi, je leur ai dit, regardez, j'arrive sur la Côte d'Azur, je suis arrivé il y a 1 an, j'arrive sur la Côte d'Azur, je connais personne, je connais pas le marché, à part être venu en vacances 2 semaines, tu vois, je connaissais rien du tout. Et je vais pas passer par les banques, et je vais m'associer avec une personne qui va mettre l'argent, et moi, je vais mettre 0. Même si j'avais la possibilité éventuellement de mettre un peu d'argent, mais c'était pas mon but. Et en fait,
tout cumulé fait qu'on y arrive quand même. Et ça, j'ai beaucoup appris de mon expérience en Amérique, si tu veux. De toujours réfléchir différemment, d'avoir une ingénierie financière derrière, d'avoir une réflexion, de comprendre sa propre valeur et de la valoriser aussi. Ça, c'est important parce que chacun a des compétences que les autres n'ont pas forcément, mais beaucoup les sous-estiment et n'arrivent pas à les valoriser. Alors que toi, si tu arrives à valoriser tes compétences, bah, ça vaut de l'or. C'est comme tout. Comme toi, un expert comptable qui est bon dans ce domaine, ça se valorise énormément. Et tu es prêt des fois à payer un peu plus cher cet expert comptable parce qu'il est spécialisé là-dedans. Et tu sais qu'il va te faire gagner de l'argent. Donc, c'est un petit peu le but. Donc, en fait, tout ça mis bout à bout fait qu'en 18 mois, on a fait à peu près 3 millions. Pour la petite anecdote, j'ai jamais fait ça sur Lyon en termes de chiffres. Mais toujours pareil, aux États-Unis, alors tu as beaucoup le mindset, le choses comme ça, mais c'est surtout cette notion de se dire, mais mets-toi pas de limites, tu vois. Les seules limites, c'est vraiment, tu as plein de noms, et et encore, même parce que des fois, on a eu plein de noms, et on n'était pas d'accord, on a quand même voulu aller chercher le truc, tu vois. Donc, je pense que par rapport à ça, moi, j'apprécie, il y a des choses que j'aime pas aux US, mais il y a des choses que j'adore, et notamment l'état d'esprit, le fait de voir grand. Comme je te disais, je suis friand d'accompagnement, de mentorat, de choses comme ça, de mastermind. Je fais des masterminds, tu discutes avec le gars à côté de toi, toi, t'as combien d'appart? Moi, j'en ai 300. Je dis, 300, t'as commencé quand? Il y a 3 ans. Je dis, mais t'avais combien, tu vois, pour te lancer? Oh, bah, j'avais $20,000, mais je me suis associé avec des personnes. Et en fait, c'est là où tu dis, bah, c'est hyper intéressant. Et je lui dis, mais comment t'as fait? Bah, j'ai trouvé un deal qui était tellement bon qu'un partenaire financier serait bête de dire non, tu vois. Pourquoi? Parce que le partenaire financier, tu dis, voilà le deal, il est cohérent au marché, il est sécurisé sur toutes les étapes, j'ai peut-être de l'après-com, le risque, il est proche de zéro, même si c'est pas un risque zéro. Et toi, tu as 100 000 qui traînent, tu mets 100 000, tu vas récupérer 20 000 en 6 mois. Ça te dit? Bah oui, ça me dit. Tu vois. Donc, en fait, c'est jusqu'à ce que ça devienne enfin, logique, quoi, de dire, bah évidemment, ça me dit. Donc, je suis arrivé sur la côte exactement comme ça, en me disant, oui, c'est un secteur concurrentiel, mais c'est pas grave, parce que s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a du business. J'ai juste visé et réfléchir différemment que les autres. Anecdote, premier projet que j'ai vu, que je me suis positionné, où on a fait 145 000 euros de marge. C'était un projet à 370 000 tout compris. Un projet qui était, enfin, bien qui était depuis 9 mois sur ce loger. Je n'ai pas réinventé la roue, tu vois. Ah ouais, sur ce loger, carrément. Sur ce loger. C'est rare, parce que souvent, c'est en off-market ou quoi pour faire Tous mes projets là que j'ai fait tout seul, c'était Internet, c'est Le Bon Coin, ce loger. Tous. Et c'est aussi ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui se disent, je peux pas aller me lancer dans l'immobilier parce que il faut que j'ai des contacts, il faut qu'ils m'apportent des deals off-market, d'intégrer des réseaux parallèles. Non, tu peux trouver. C'est juste de développer des compétences que d'autres n'ont pas. Moi, mes projets, c'est des projets où les institutionnels ne vont pas parce que c'est trop bas et les particuliers ne vont pas parce que c'est trop cher. Donc, tu vois, essayer de trouver un petit peu ce credo-là. Ça peut être plein d'autres credos, mais moi, c'est vraiment mon créneau spécifique, c'est ça. Et là, il y a plus grand monde et c'est de cibler des biens que personne ne veut parce qu'il a une utilisation, un usage qui n'est pas cohérent par rapport au marché, le repenser, le rediviser, revoir les espaces et reproposer quelque chose de cohérent. Super. Tu me parles des États-Unis, tu me parles de Dubaï, ça, donc j'imagine que tu t'es pas mal expatrié. Ouais. Je suis hyper intéressé par l'expatriation, parce que ça m'a toujours plu. Ouais, on a discuté un peu la première fois. Franchement, c'est un truc qui me fait kiffer. Je me suis jamais lancé. Alors, j'ai vécu 1 an à l'étranger quand j'étais étudiant. Je suis parti dans une famille d'accueil. Ouais, c'est ça. J'étais à Phoenix, en Arizona. Excellent. C'était bien? C'était génial. Ouais. Franchement, meilleure expérience de ma vie. Je pense à tous les parents qui veulent envoyer leurs enfants 1 an à l'étranger. C'est génial. Tu apprends plein de choses. Et c'est là où j'ai appris l'anglais aussi, parce que j'étais nul, j'étais une bille en anglais. Et même, je trouve, ça te permet de t'ouvrir sur le monde, parce que tu vois des façons de vivre, des façons de penser, des programmations psychologiques qui sont complètement différentes. Donc après, je trouve que tu acceptes plus les autres quand tu t'ouvres sur le monde. Clairement. Et en plus, tu vois, moi, je voulais partir aux États-Unis. Parce qu'en fait, j'ai fait du basket. Ok. Donc, j'étais fan de NBA. Tu vois, donc c'était les États-Unis. Voilà. Et je regardais quand j'étais jeune, High School Musical, tous les trucs américains. Voilà. Ouais. Et donc un jour, j'ai dit à mes parents, je vais partir là-bas, je vais faire un truc avec Exchange Students, tu vois. Voilà. On trouve une assoce, ça s'appelle PIE. Ils nous trouvent une famille d'accueil. Je pars là-bas, mais tu choisis pas ta famille d'accueil. Ok. Et toi, dans ta tête, tu vois, je suis parti à 17 ans. Moi, dans ma tête, j'allais, je sais pas, à New York, à Los Angeles, tu vois, dans une famille américaine, avec le drapeau américain, avec le lycée, avec les pop-punk girls, les joueurs de foot, tu vois. Vraiment, dans ma tête, c'était... voilà. Je suis tombé donc à Phoenix, Arizona. C'est 90% de Mexicains, tu vois. Ouais, c'est pas du tout le cliché qui t'était... excellent. Je suis tombé dans une famille mexicaine, il y avait les grands-parents qui vivaient avec nous, voilà. Tout le monde parlait espagnol à la maison, tu vois. Donc, quand j'arrive là-bas, tu vois, hyper déçu, parce que c'est pas du tout ce que j'avais en tête, tu vois.
Moi, j'allais pour apprendre l'anglais, tout le monde parlait espagnol, je commençais à apprendre l'espagnol, je me suis dit, non, je suis pas là pour ça, tu vois. Et finalement, au fur et à mesure, en plus, tu as 17 ans, donc tu n'as pas beaucoup de recul sur la vie, tu vois. Donc, et au fur et à mesure, après, c'est ça, tu t'ouvres à des cultures, tu dis, en fait, t'as une chance incroyable, ces gens-là, c'est des bénévoles, tu vois. Donc, ils m'accueillent chez eux pendant 1 an, ils me nourrissent, ils me logent, on fait plein d'activités, tout ça, ils font ça bénévolement, ça leur coûte de l'argent. Incroyable, tu vois, c'est des gens... Et ouais, tu commences à être plus humble en disant, ok, je suis pas déjà le centre du monde, parce que souvent, quand tu parles de tes parents, tes parents sont tombés sur un piédestal, et du coup, voilà. Et je trouve que c'est incroyable comme expérience. Et je pense que tous les enfants devraient... ça coûtait quand même... C'était pas donné, quand même. Donc, moi, j'ai eu la chance que mes parents puissent me financer. C'était super, j'ai beaucoup de chance. Et je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Mais en tout cas, avoir cette expérience à l'étranger, c'est extraordinaire. Et du coup, ça m'a toujours hypé de me dire, ok, quand je serai plus grand, je pourrais aussi vivre ce côté expatriation. Je l'ai jamais fait. En plus, avec ma femme, elle aussi, elle a envie de le faire. Donc, je pense qu'un jour, on le fera quand même. Mais je suis toujours intéressé de voir les gens qui sont partis de France pour vivre à l'étranger, pour voir un peu leur expérience. Carrément. T'as fait quoi, du coup, comme pays? J'ai fait... alors, avant de partir, on était tout le temps aux US. En gros, on partait l'équivalent de 4 à 6 mois aux US, surtout à Miami, tout ça, parce qu'on adorait, tu vois, pour la motivation, pour le lifestyle, pour tout ça, on a vraiment beaucoup hésité à s'expatrier là-bas. Après, il y avait des fondamentaux qui nous plaisaient peut-être un peu moins aux US, donc on a hésité. Ça, c'était en 2018-2019, je crois. Après, on est parti 3 ans à Dubaï, juste pendant le Covid. Donc, c'était pas ce que c'est. Je trouve maintenant, Dubaï, il y a une mauvaise image, et fondé ou pas, peu importe. Mais du coup, nous, quand on est arrivé, Dubaï restait hyper accessible encore. Donc, tu pouvais t'expatrier et vivre pour pas très cher. Tu vois, on avait une belle maison, mais juste pour donner un ordre d'idée, quand on est arrivé, on était à 2 000 € de loyer par mois. Quand on est parti, c'est parce que le propriétaire voulait nous le mettre à 7 000 pour la même maison, tu vois. Il y avait aucun... Et en plus, c'est des maisons, la qualité est bidon, elle est vraiment pourrie, il y avait des fuites de partout. Au bout de 2-3 ans, là, le chauffe-eau tombait en panne, la clim tombait en panne, il fallait tout changer. Et ça, c'était à nos frais, tu vois. Donc, on en avait marre. On s'était dit, mais attends, on va pas payer 7 000 balles pour ça, quoi. C'est indécent. Et 7 000 € sur la côte, t'es très, très belle maison. Ouais, c'est ça. Et partout en France, t'as des trucs incroyables. Donc, tu vois, tout ça a fait qu'on était partis. Mais entre-temps, on a adoré parce que tu t'ouvres, tu vois, notre voisin à gauche était indien, à droite, ils étaient italiens. Donc, tu sais, tu discutes toujours pareil, tu t'imprègnes des cultures, c'est hyper enrichissant. À l'époque, il y avait quelques entrepreneurs. Du coup, c'était intéressant aussi de discuter avec eux. Donc, c'était hyper cool quand on y allait, surtout que Dubaï était ouvert pendant le Covid et tous les autres pays du monde, non. Donc, personne ne pouvait venir à Dubaï. Donc, tous les hôtels 5 étoiles, on avait des abonnements, je crois que c'était 100 balles par mois. On avait accès à tous les gyms, donc toutes les salles de sport de Dubaï, inclus à 100 balles par mois. Tu pouvais aller même... Si tu allais dans la salle de sport, juste prendre un abonnement pour cette salle, tu en avais certaines, c'était 200 balles par mois, tu vois. Nous, on l'avait dans l'abonnement à 100. On avait accès à toutes les piscines des hôtels 5 étoiles, toutes les plages privées, 50% de remise sur la boisson, sur la bouffe, dans les hôtels. Enfin, vraiment des avantages incroyables parce qu'il y avait personne. Ils se disaient, il faut quand même faire. T'allais à Carrefour, ça coûtait pas très cher parce que t'avais Carrefour aussi. Enfin, t'as Carrefour à Dubaï. Tu payais entre 10 et 30% plus cher qu'en France. Donc, c'était OK, tu vois, c'était encore cohérent. Alors que maintenant, tu regardes des prix à Carrefour, c'est x3, x4 par rapport à la France. Donc, d'accord. Tout a évolué. J'avais pas mal je m'étais fait des potes aussi qui travaillaient dans des restos, des choses comme ça. Et même eux, là, au bout de 3 ans, quand on y était, quand tout a commencé à réouvrir, ils avaient pour instruction de réduire la quantité, réduire la qualité, augmenter le prix, tu vois. Donc, c'est là où après, on n'était plus du tout aligné. Il y a eu une masse de personnes qui arrivaient aussi, pas forcément les meilleurs, tu vois. Donc, ça a un peu entaché l'image de Dubaï, je trouve, et du coup, on est parti. Mais quand on était à Dubaï, à la base, on s'était dit, on stoppe à Dubaï pour s'ouvrir sur l'Asie. Parce que c'était un peu le hub quand tu allais en Thaïlande ou en Japon ou n'importe où. Tu vois, tu t'arrêtes souvent à Dubaï ou à Abu Dhabi ou au Qatar ou peu importe. Et du coup, on s'était dit qu'on allait faire ça. Donc, ça nous a permis d'aller aux Maldives. On partait le vendredi soir, on rentrait le lundi matin. Tu vois, c'était royal. Ça coûtait 200 balles l'aller-retour. Tu vois, c'était vraiment incroyable. Donc, il y avait plein de petites destinations qu'on a pu faire comme ça. On a bien profité et on a beaucoup fait encore les US parce que tu avais des connexions directes. Miami était pareil, ouvert aussi pendant le Covid, donc ça c'était cool. Donc on avait quand même pas mal de connexions. Et après Dubaï, donc Dubaï c'est bien, mais je pense que ça reste temporaire, ça reste une ville, tu vois, finalement. T'as peu de choses à faire autour, même s'il y en a qui te disent ouais, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Oui, mais c'est très limité, c'est quelques activités, ça reste très limité. Donc après on est parti au Canada pour... le fait de retrouver une vie à peu près normale, entre guillemets, tu sors un peu de ta bulle, et 2, aussi pour l'immobilier, parce que le Canada, au niveau notamment
aspect financier, ils sont très intéressants. Tu as ce qui est une notion de refinancement. En gros, tu achètes un bien, tu le rénoves, tu revalorises les loyers, tout ça, il prend en valeur, tu peux cash out, donc refinancer ton bien. Par exemple, tu achètes un bien 100, tu mets 52 travaux, tu le refais valoriser 150, tu as un delta de 100, il y a un pourcentage sur ce delta-là que tu peux récupérer en cash pour acheter autre chose si tu veux. Ça te sert D'accord. d'apport pour autre chose. Donc c'est pour ça que tu as des personnes, je discute avec eux, 300 apparts en 3 ans, mais au final c'est cohérent parce que c'est qu'une ingénierie financière qui fait que tu revalorises, tu rachètes, tu revalorises, tu rachètes, tu revalorises. Et ça, vu que chaque année au Canada et surtout dans la région de Québec, tu avais une hausse du prix de l'immobilier de 10%, bah, tu peux limite refinancer Mécaniquement, quasiment tous les 2 ans, tu refinançais tes biens, ça te sortait du cash, tu pouvais refaire ça. Donc on est allé là-bas en fait par rapport à ça, donc direct j'ai intégré un mastermind, je me suis formé, je commençais à passer à l'action et 1er janvier 2023, il passe une loi. Tous les résidents non permanents, donc les résidents temporaires et les étrangers n'ont plus le droit d'acheter de l'immobilier parce que c'était à cause de nous que l'immobilier était cher. Voilà. C'était un message qui était quand même assez fort, donc je suis content, tu vois, aussi de l'avoir eu assez tôt, parce que c'est là où l'État te dit, bah non, toi tu veux vendre, mais t'as pas le droit de vendre à lui, tu vois. Alors que c'est ton bien immobilier, tu vois. Enfin, je trouve que il s'immisce quand même beaucoup dans la partie perso, tu vois. C'était un peu l'envers du décor où, pour moi, la vision que j'avais du Canada, c'était une vision très libérale, très ouverte. Tu fais un peu ce que tu veux, tu vois. Tu sais, c'est la nature, t'es libre, tu vois. Pas vraiment, finalement. Et donc ça, c'était un message qui était quand même assez fort. Et c'est là où on s'était dit, bon, tu sais quoi, c'est un pays où c'est difficile, un peu comme Dubaï, de s'y voir à long terme. Donc on part. Et après, tout cumulé, la France nous manquait aussi. On s'est dit, allez, on va rentrer en France. C'est plus proche de nos codes aussi. Tu vois, quand on discutait avec des Américaines, ils disaient, mais c'est vrai que vous arrêtez, vous prenez un café, vous regardez les gens passer, vous discutez. On dit, bah oui, tu vois, nous, c'est normal. Eux, ils prennent un café à Starbucks à $8, tu vois, et ils y vont en courant au boulot, ils le boivent comme ça. Ou est-ce que c'est vrai que le midi, vous prenez 1 heure, vous allez au resto entre collègues? Bah oui, eux, ils mangent un sandwich, tu vois, en derrière 20 leur minutes, ordi, et ils ouais, ouais. continuent à travailler en 5-10 minutes, quoi, c'est tout. Donc, tu vois, c'était vraiment une vie qui est différente. Et ça, on s'en rend pas forcément compte avant de s'expatrier, parce que on voit évidemment qu'il y a les points positifs, hein. Et je dis pas qu'il faut pas s'expatrier, au contraire, je pense qu'il faut s'expatrier si on a la possibilité, parce que toujours pareil, c'est toujours des belles expériences à avoir. Et surtout, tu vois, quand on est parti de France, on se disait, la France, bah, un peu comme beaucoup de Français qui râlent, ouais, la France, il y en a marre, trop d'impôts, insécurité, si, ça, enfin bref, tu vois, tous les clichés. Ça, on aime bien critiquer la France. Ouais, on aime bien critiquer. Mais d'un côté, c'est parce qu'on critique qu'on est quand même très bon, tu vois, gastronomiquement parlant. Les restos sont incroyables en Ah, France. franchement, ça, Tu vois, aux États-Unis, tu regardais Google Maps, 4,5 sur 6, tu vois, sur 5, ou 4,6 sur 5. Tu dis, oh, amazing, amazing, best pasta ever, tu vois. Tu vas, c'était le pire truc, même à la cantine, tu mangeais pas des pâtes comme ça, tu vois. Et tu te dis, ben, en fait, je suis content d'être en France, qu'on soit quand même un peu chiant, mais qu'on ait une qualité qui est incroyable, si tu veux. Donc, on est revenu en France en se disant, on sait pourquoi on revient, on accepte, tu vois, les critiques parce que on sait à quoi ça sert surtout. Et c'est là où on avait plus d'atomes crochus avec la France, in fine, qu'avec le reste du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aux États-Unis. Tu vois, cette année, je pense que je vais aller une fois à Los Angeles, une fois à Miami. Toujours pareil, parce que je fais des masterminds là-bas, tu t'imprègnes, tu as vraiment une motivation qui est quand même un peu différente, si tu veux. Donc, l'expatriation, c'est top. Tu vois, j'y ai même pensé. Ma femme n'est pas encore prête parce qu'elle aime trop la France. Mais je me dis, si là, on a un petit qui a 3 mois, peut-être qu'on en aura un deuxième ou un troisième. Peut-être qu'à un moment, on sera une expérience, soit de quelques mois, soit d'une année, tu vois, à l'étranger, pour leur faire connaître ça aussi, si tu veux. Parce que, bah, comme je dis, tu gagnes énormément en humilité, tu n'es plus le centre du monde, tu vois que ça se passe différemment, la chance qu'on a aussi d'être en France, parce que ça, on le sous-estime, hein. Temps moyen aux urgences à Montréal, 18 heures. Tu vas aux urgences, tu dois attendre en moyenne 18 heures pour te faire soigner, tu vois. Alors en France, quand j'arrivais, à un moment, on a dû aller pour le petit aux urgences. Ils disent, bah, les petits, c'était vite, mais pour les adultes, c'est 3 heures, tout le monde râlait, tu vois. Je disais, mais Montréal, tu vois, plus d'impôts, c'était 18 heures, quoi, t'imagines. Donc voilà, mis bout à bout, on a quand même pas mal de chance en France. Mais l'expatriation est géniale. Comment tu fais pour... parce que un des freins, moi, que j'ai eu à l'expatriation, bon, même si j'ai des peurs, Ouais, mais c'est aussi pour gérer le business, tu vois. ouais. Moi, tous mes business sont en France, j'ai des salaires en France, j'ai des bureaux. Mm. Et tu vois, quand j'essaie de me projeter en me disant, OK, comment je vais faire si demain je vais vivre en Thaïlande, à Dubaï ou je sais pas où, Ouais. et comment je vais pouvoir faire pour... bon, tu as le décalage horaire, mais tu as surtout le côté humain ou le côté Mm. opérationnel. Ouais. Toi, comment tu le faisais? C'était un blocage pour toi ou tu t'es dit non, c'est bon, je vais là-bas, je vais pouvoir gérer mes business, il n'y a pas de problème? Non, en fait, ça, on a mis en place une phase de transition. On se forçait, entre guillemets, à voyager beaucoup avant de partir à l'étranger pour essayer de mettre en place des automatismes.
À l'époque, il y avait Oussama Hamar qui était dans The Family, qui parlait beaucoup de startup, beaucoup de scaling, beaucoup de process, beaucoup de choses comme ça. Je me suis beaucoup inspiré dans tous mes business pour, comme il disait, toutes les boîtes ne peuvent pas scaler, on va dire, ou être automatisées à 100%, mais dans chaque boîte, tu as des domaines d'activité ou des domaines que tu peux scaler, automatiser, si tu veux. Et moi, mon but, ça a été de trouver qu'est-ce que je peux automatiser sur certaines sociétés, c'est faire travailler un peu plus le client, mais de ne pas lui vendre en disant tu travailles plus, mais ça permet de plus personnaliser ton expérience. Et en fait, le fait de faire ça, c'est que tu arrives à mettre en place des automatismes. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'était mis un challenge sur l'année 2019, je crois. Toutes les 3 semaines, on partait une semaine. D'accord. Et en fait, on essayait de réduire le nombre de temps qu'on passait en France et augmenter le nombre de temps à l'étranger, tout simplement parce que au début, c'est le chaos. Hein, je ne le cache pas, c'était le bordel. Première semaine qu'on est parti, on était constamment au téléphone, il fallait qu'on gère décalage horaire, bref, c'était le bordel. Mais la fois d'après, c'était un peu mieux parce qu'on s'était dit, pour éviter ça, on va faire ça, tu vois. Et en fait, progressivement, tu trouves toujours des solutions. Donc moi, j'aime bien me confronter aux problématiques pour trouver des solutions et pas trop réfléchir sur une problématique éventuelle qui est même pas sûre d'arriver et finalement rien faire, si tu veux. Donc déjà, il y a cette partie-là. Et après, je me suis dit, si je peux pas être de partout, donc je vais m'associer avec des personnes qui peuvent, elles, être dans l'opérationnel. Et moi, j'ai essayé de sortir ou de faire quelque chose que je peux faire à distance. La partie commerciale, apporter du trafic, apporter du contenu, apporter des clients, tu vois, ça, je peux le faire. Et après, la partie opérationnelle en France pure, ça, je vais le déléguer. Je vais m'associer avec une personne parce que pareil, j'ai essayé de recruter des prestats ou des salariés. C'est pas leur business, donc clairement, ils s'en fichent. Mais tu lui donnes des parts, tu lui dis maintenant, c'est ton business autant que le mien. L'engagement est différent. Ouais, complètement. Tu gagnes moins, on va dire, sur le papier, mais tu as un cadre de vie qui est bien mieux. Oui, c'est clair. Ok, cool. Je te propose qu'on se fasse une dernière partie. Yes. Un peu plus entrepreneuriale. On discute ensemble sur un peu tes aspirations. Tu disais que tu fais pas mal de mastermind. Ouais. Est-ce que les mastermind, c'est sur-côté, sous-côté ? Je n'aurais jamais fait, du coup, ça m'intéresse, c'est rare. Moi, je pense que c'est sous-côté parce que toujours pareil, on assimile mastermind à formation escroc, donc mastermind escroc, tu vois, c'est un peu le raccourci. Pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un mastermind et accompagnement, mais clairement, tu vois, mais 1200%. Tu vois, cette année, j'ai pris un coach à 15 000 l'année, un mastermind à 36. Donc, d'accord. Et ça, c'était sur les 2 derniers mois, tu vois, juste ça. Mais parce que je sais que tu as un retour sur investissement qui est énorme. Déjà, j'ai remarqué, quand on vendait des produits pas chers, on avait une clientèle pas chère qui était la plus exigeante, qui passait le moins à l'action. Demain, tu vends des produits qui sont chers. Je peux te dire que quand tu payes cher, tu as quand même envie de... Tu vois, tu aurais payé la formation où tu n'étais pas allé peut-être 10 000. Je pense que tu aurais mis peut-être un peu plus d'implication dedans, tu vois. Alors, franchement, je sais pas, parce que tu vois, 4 000 pour moi à l'époque, c'était énorme. Franchement, déjà, quand ils m'ont dit 4 000 euros, je me suis dit, bon, les gars, c'est pas pour moi, tu vois. Et après, avec mon frère, on a quand même réfléchi, on s'est dit, bon, allez, Moi, au départ, c'est le cabinet, et je commençais, j'étais tout petit. Et on s'est dit, ce serait quand même pas mal qu'on fasse l'immobilier et tout. Donc, en soi, le prix, c'était quand même assez engageant. Mais 4 000, c'était à 2. Non, je l'ai payé moi. Tu l'as payé toi ? Ouais. Ok. Ouais, parce que mon frère, il était au chômage à ce moment-là, donc il pouvait pas les payer. Donc, je l'ai payé moi, mais c'était quand même hyper engageant. Mais oui, ça, c'est vrai que quand tu payes beaucoup plus cher, t'es plus engagé. Nous, on l'a remarqué. Alors, t'es peut-être une exception, mais je sais que nous, on l'a vraiment remarqué sur un panel de 100 personnes. Les 50 qui ont payé moins cher, parce qu'au début, quand on lance un produit, tu le fais pas très cher, sont bien moins engagés que celles qui sont là maintenant. Tu vois, t'as des personnes qui intègrent, c'est pas toutes les économies d'une vie, mais c'est quand même une part importante. Tu vois, c'est plusieurs milliers d'euros et on le sait. Mais je peux te dire que, tu vois, il y a des personnes qui étaient tellement motivés. Encore ce matin, juste avant d'arriver, j'étais au téléphone avec une situation un peu bancale. Même nous, on voulait pas lui vendre, tu vois, le truc, parce qu'on lui dit non, franchement, ça peut te mettre, tu vois, pas dans la panade, mais tu sais, t'as une situation qui est un peu bancale et tout. Lui, il en débordait pas et il voulait. Résultat des courses, il a trouvé direct un projet en quelques semaines, tu vois, parce qu'il était vraiment motivé. Donc, bon, c'est aussi peut-être un filtre. Je sais que nous, ça, on l'a remarqué. Donc déjà, le fait d'investir beaucoup sur soi, ça t'engage plus. Ouais, complètement. C'est pour ça que j'aime bien engager des grosses sommes, tu vois. La 50 000 en 2 mois, c'est beaucoup, tu vois. Mais c'est pas grave. C'était qui les masterminds ? Il y a Taylor Chiche, parce que lui, c'est tout ce qui est... Vu que j'ai ma holding maintenant qui va prendre part sur des sociétés, c'est comment faire de la reprise d'entreprise, comment valoriser une boîte. Il a fait pas mal d'achats, pas mal de ventes de business. Là, il a racheté des franchises, des choses comme ça. Donc, tu vois, il est bien ancré, il a un bon réseau aussi.
Et c'était vraiment sur cette partie-là. Et l'autre, c'est un coach aux États-Unis, 15 000 euros, sur la partie un peu long terme. Tu vois, on revoit tout notre business ensemble. On a une autre vision aussi. Ok. Ouais, t'as lâché, je vois que ça, il a plein de tatouages, il a tout ça. Ouais, c'est ça. Il a un super bon réseau, tu vois, qui est intéressant. Il dit que c'est le meilleur ami de Jimmy Fox, c'est ça? Ouais, apparemment. Je me rappelle. Oui, enfin, là, apparemment, il est actuellement avec lui, tu vois, chez lui. Donc, et au-delà de tout ça, c'est qu'il a quand même des très grosses connexions. J'ai des potes qui le connaissent bien. Et voilà, c'est pas un inventeur de rêve, un bullshit. Ouais. Il a sorti un podcast important. Ouais, exact. Ouais, j'ai vu avec Tony Parker. Ouais, c'est ça. C'est ça. Déjà, quand t'as Tony Parker dans ton podcast, c'est quand même. Ouais, stylé, quand même. C'est ça. Surtout quand c'est tes premiers podcasts. Ouais, tu vois, t'as des personnes qui font beaucoup de podcasts qui ont un gros flux et du coup, c'est plus facilement jouable de faire venir Tony Parker parce qu'il se base par rapport au flux que tu as d'auditeurs. Lui, il se lançait à peine. Et en plus, je pense qu'il les a tournés à l'avance. Donc, tu vois, il faut que tu aies une relation différente, je pense. Et il en a fait intervenir pas mal de beaux guests. Ouais, c'est clair. Tu regardes quoi ou t'écoutes quoi comme podcast sur YouTube? Alors, ou sur... podcast... ou de chaîne YouTube peut-être alors. Hormozy, tu vois. Hormozy, ouais, basique. Tu sais que c'est marrant parce que maintenant je regarde donc sa femme Laila, Hormozy. Ouais. Et finalement, en fait, je crois que je préfère le contenu de Laila. C'est intéressant aussi, Laila. Ouais. Franchement, c'est elle qui, je trouve c'est extraordinaire. Son elle est sous-cotée, tu vois, je trouve, par rapport à Hormozy. Ouais. Parce qu'elle est au même stade au moins qu'Hormozy. Et enfin Alex. Et donc il y a beaucoup eux. Après, c'est rigolo, c'est Alex Hormozy, je trouve que c'est. Par rapport à Laila, c'est Laila, elle fait hyper attention à son image. Oui. Tu vois, toujours hyper nickel et tout. Et lui, il est vraiment à l'arrache, quoi. Lui, c'est vraiment. Avec sa chemise, son short et tout. C'est génial, je trouve. Ce qui est génial aussi, c'est que je me dis, le mec, il est multimillionnaire. Ouais. Il a ses débardeurs dégueulasses avec acquisition.com. Ouais, c'est ça. Donc, il fait encore la pub pour son truc, tu vois. Non, mais je trouve c'est génial. En fait, c'est le paradoxe, tu vois, que j'aime bien avec Hormozy. Il a rien à prouver, tu vois. C'est ça. Et c'est un peu, tu vois, les nouveaux riches versus les vraiment riches, tu vois. L'effet de Dubaï, hein, clairement, c'est un truc qu'on n'avait pas aimé. C'est ceux qui gagnaient pas beaucoup, qui commencent à gagner un peu d'argent, qui flexent à mort, tu vois. Mais ça loue des Lambeaux, ça fait des stories, devient riche, je me suis acheté une Lambeau. Non, en fait, tu la rends à la fin du week-end, tu vois. Enfin, donc ça, on avait moins kiffé. Et c'est pour ça qu'on était reparti aux États-Unis où t'as des gens qui sont beaucoup plus simples. Je suis pas mal de gars dans l'immobilier aux US, tu vois. Et les gars, t-shirt noir, jean. Bon, par contre, il a son jet, il a son yacht, il a plein de trucs, tu vois. Mais voilà, tu vois, quand tu le vois, il n'est pas là à porter beaucoup de marques ou beaucoup de choses comme ça. Il s'en fout, en fait. Tu vois. Après, souvent, quand on vend des formations, c'est achète ma formation parce que grâce à ça, tu vas devenir riche. Ouais. Et du coup, ils sont obligés d'être dans le flex pour leur dire, OK, tu peux devenir comme moi. Et notamment dans l'immobilier, dans le trading, ça se voit beaucoup. Trading, ça se voit beaucoup. Moi, je pense que ça dépend le segment. Trading, oui, parce que tu as le copy trading, où honnêtement, c'est des gamins. C'est des gamins qui achètent ou des gars qui ont peu d'éducation financière parce que t'as toutes les études, tu peux toutes les sortir. T'as 95% des traders qui sont pas rentables. Enfin, tu vois. Du coup, tu peux pas dire à quelqu'un, t'as 500 €, paye 500 € et tu vas faire 10 000 balles par mois. Non, c'est pas possible. Déjà, si tu te bases par rapport à l'argent que t'as, si tu mets tout dans le truc, la formation ou quoi, ça marche pas. Mais tu vois, ça, je suis d'accord avec toi. Mais nous, on essaye de prendre un autre segment. C'est pas regarde ce que tu peux gagner, machin. Non, c'est plutôt regarde les projets que je fais, tu vois. On parle plus de concret plutôt que de regarde l'argent, tout ça. Et c'est pour ça que les personnes qui intègrent, déjà, je suis plus aligné avec elles parce que c'est des personnes simples et qui me disent, moi, je te prends toi parce que tu vends pas du rêve, si tu veux. Tu vends du concret, voilà, on va faire une opération ensemble et ça s'arrête là, tu vois. Et après, ton argent, tu fais ce que tu veux. Et finalement, tu vois, pourtant, j'ai des beaux profils. J'ai des personnes, ils ont revendu des boîtes plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros, tu vois. Ils ont beaucoup d'argent. Mais c'est des personnes simples qui sont pas là à flex alors qu'ils pourraient s'acheter une Lambo ou je sais pas quoi et faire les kikés. Mais non, c'est pas le but, tu vois. Ils ont une famille, ils ont tout ça et ils sont plus alignés avec ça, quoi. Donc, je pense que oui, on voit, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, des gars qui essayent de montrer des Lambos, qui vont louer pour montrer qu'ils ont de l'argent. Je pense que c'est pas tout le monde et je pense que tu vas attirer la clientèle que tu veux, enfin que tu vas avoir, quoi, avec ça, avec des personnes qui vont aussi t'en vouloir parce que tu leur as fait tu leur as vendu du rêve, clairement. Ouais. Et nous, c'est pas le but. Ok, donc t'as Alex, la Hormozy, t'as quoi d'autre aussi qui t'inspire sur YouTube ou que tu regardes? Après, si tu veux, j'aime bien segmenter. Par exemple, au niveau sport, j'ai certaines personnes que je regarde. Au niveau IMO, j'en ai d'autres aussi. Et ça s'alterne souvent. J'ai pas vraiment. C'est difficile à dire comme ça. C'est vrai que vu que ça change beaucoup,
Un gars que j'aime bien, mais c'est un peu un point de vue lifestyle, si tu veux, États-Unis, tout ça, il s'appelle Julien Cagliarini dans le sport. Donc lui, c'était un Français qui est parti aux US, qui est devenu pro bodybuilder aux US, meilleur que la plupart des Américains aussi, tu vois. Donc c'est là où tu dis, ouais, le gars est quand même chaud. Maintenant, il a une vie incroyable aux US, tu vois, les coachs en ligne, tout ça. Donc je m'inspire beaucoup de cette personne. Et en fait, c'est ça, c'est que j'aime bien prendre des infos, tu vois, chez les uns ou chez les autres, écouter des podcasts. Ouais, les podcasts que j'écoute sans permission, on en avait parlé aussi, Ouais, qui est c'est pas plutôt sûr. pas mal. Ils ont pas mal de beaux guests. T'avais le podcast Important aussi, de Taylor. T'as David Laroche, certains podcasts sont intéressants. Même Yomi aussi a fait pas mal d'interventions. Je regarde aussi beaucoup les... En fait, c'est plus des personnes qui sont interviewées que des Le podcast en intervieweurs que mieux. j'écoute. Ok, d'accord. Ouais, par exemple, Tony Parker, je suis fan absolu de Tony Parker, tu vois, parce que j'adore le sport et ce que tu peux faire transparaître dans le sport que tu peux implémenter dans le business aussi, tu vois. Donc, Tony Parker, hyper inspirant. Enfin, voilà, il y a plein de personnes comme ça qui m'inspirent beaucoup. Ouais, complètement. Ah, Tony, moi aussi, je suis fan. Bon, depuis que je suis Surtout, petit, en déjà, plus, basket, si tu avais des... Et sauf que là, il a fait une super reconversion. Incroyable. Hyper inspirant, Ouais, le gars. incroyable. C'est vraiment le gars... Tout dit, si tu regardes tu peux venir au podcast, il n'y a pas de problème. C'est clair, c'est clair. Après, tu vois, tu as Magic Johnson aussi qui est incroyable. Il a une Oui. reconversion follissime. Je crois qu'il doit être milliardaire maintenant. Ah oui, Il a milliardaire, acheté ouais. plein d'enseignes, plein de trucs. Donc, ouais, c'est des gars comme ça qui m'inspirent beaucoup. Et tu vois, à l'inverse, j'aime vraiment bien aller dans la partie psychologique. Cristiano Ronaldo, McGregor, tu sais, il y a pas mal de documentaires sur eux. Tapi aussi, la série Tapi était vraiment cool, motivante. Donc, c'est surtout des personnes que je vais aller... J'aime bien m'intéresser aux personnes. Tu sais, j'adore les biographies. Xavier Niel, hyper sous-coté, tu vois, en France. Il va aux US, ça peut être une star, et il est là, tu sais, ouais, il est riche, tout ça. Non, c'est un milliardaire, il est parti de zéro, quoi, bordel. Tu vois, c'est une fierté française. Il a tellement contribué pour la France, c'est rien que Free. Il a tellement... Tu sais, il y en a, ils te disent, les riches, c'est qu'ils volent aux pauvres. Bah non, Xavier Niel, il t'a permis d'avoir un forfait à 2 balles chez Free, tu vois. Et il y avait une étude qui disait que grâce à lui, c'était l'inflation qui avait réduit un petit peu, parce que tu fais x10, tu divises par 10 ton forfait téléphonique au moins, tu vois. Ça, c'est vrai que c'était hyper concret. Abusé. Lui, il est arrivé, il a cassé le marché et tout de suite, voilà, tu gagnes de l'argent, en tout cas, tu économises de l'argent. Ouais. Versus l'État, tu sais jamais trop quand ils mettent un truc en place, Exactement, tu vois, c'est pas concret dans ta vie. Quoi. Et c'est là où les entrepreneurs ont une puissance, je trouve. C'est l'impact que tu peux avoir dans la société grâce à ça, tu vois. Non, complètement. Un que j'aime beaucoup, moi, c'est il a une personnalité, un personal branding c'est Anthony Bourbon. Ouais, Anthony Bourbon aussi. Ouais. Je trouve qu'il il est bon aussi. Ouais. Franchement, il est génial. Je trouve que quand tu l'écoutes, t'as envie d'aller bosser, de travailler sur tes projets, tu vois, t'es au taquet, quoi. Carrément, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est bien motivant. Ouais, franchement. Il a un beau parcours. Tu regardes qui va être mon associé ? Non, je regarde pas parce que c'est toujours pareil, t'as toujours une part un peu de show, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc, mais c'est vrai que je me suis pas vraiment mis. Alors, je regarde toujours les highlights sur les réseaux, un petit peu les petits trucs, tu vois, pour éviter. Parce que j'ai pas forcément trop le temps de regarder toute une émission de A à Z, mais j'essaie de regarder les moments un peu clés, tu vois. Surtout comment il structure l'acquisition, la prise de part, comment il la valorise, pourquoi, tu vois. C'est surtout purement cet aspect. Toute la partie en amont, storytelling et tout du business, ça m'intéresse un peu moins. Oui, il le faut pour que ça soit familial. Exactement, c'est ça. Donc j'essaie d'aller le plus concret. Après, si tu avais Grant Cardone, moi qui m'inspire beaucoup, alors pareil, il est autant décrié qu'apprécié, mais moi j'aime bien faire un filtre, c'est pas blanc ou noir, il est bien ou il est pas bien. C'est non, j'essaie d'avoir des nuances de gris en disant, certes, il y a des choses qui sont pas bien, mais je les mets de côté parce que moi je vais m'inspirer de certaines choses. Il avait fait, c'était Undercover Millionnaire, je sais pas si tu l'avais vu, cette émission. Alors t'en as qui disent c'est un peu surjoué et tout, mais en gros c'est une émission où c'est des millionnaires ou milliardaires qui partent de zéro, qui repartent de zéro et qui sont filmés, tu vois. Et lui il arrive, il a revalorisé des business à plusieurs millions et tout, tu vois. Donc tu dis le gars est quand même bon, et même si c'est un peu surjoué, t'arrives à voir le plan qu'il utilise, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant moi ça c'est ce que j'aime bien, c'est du concret, tu vois, où les gars ils te disent bah voilà, moi j'ai travaillé gratuitement pour toi, je vais te créer de la valeur, et après j'ai envie d'être rémunéré sur ce que je te fais gagner et pas avoir un salaire fixe, tu vois. Et après j'ai envie de prendre des parts dans ta boîte, tu vois, pour revaloriser encore plus le business. Donc tu vois, c'est un peu l'optique qui est intéressante. Complètement. Après, j'avais pas ça avant. Ouais. Maintenant que ça fait donc 7 ans que je me suis lancé, je commence un peu à l'avoir. C'est un peu mégalo, tu vas me dire, et probablement t'as raison. Mais avant, quand je me suis lancé, j'étais pas très sûr de moi sur le business, je savais pas trop ce que je faisais, ça a marché, et tant mieux, heureusement, tu vois, et je pense que ça a marché parce que j'ai beaucoup travaillé. Mais maintenant, en fait, j'ai appris plein de choses, et je pense qu'aujourd'hui, si je monte un autre business, je pense qu'il y a beaucoup moins de chances que ça se casse la gueule. En tout cas, la partie chance ne rentrera beaucoup moins en compte, tu vois.
Je sais pas si tu ressens ça. Tu vois, demain, je me dis si, je sais pas, Rovskaïs, ça se casse la gueule et ça peut arriver, bien sûr, dans la vie d'un entrepreneur. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Ouais. Mais j'ai pas peur, en tout cas, parce que je sais que si ça se casse la gueule, je peux remonter un business et rapidement, je peux regagner encore mes 5-10 000 euros par mois sans trop de soucis. J'ai l'impression, en tout cas. C'est facilement, maintenant, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. C'est la ce confiance sera que pas j'ai aujourd'hui. impossible. Ouais, non, je suis d'accord. En fait, je suis entièrement d'accord avec toi et je trouve que on en revient pareil. Je pense que quand tu crées un premier business, c'est très compliqué parce que tu dois tout apprendre. Et déjà, juste la partie structurelle, comment tu structures un business, l'idée, l'implémentation, tout ça. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées à juste j'ai une idée, mais je sais pas quoi faire. Comment l'implémenter. Si tu en as déjà fait un, tu sais quoi faire. Donc ton idée, tu la confrontes direct le plus vite possible au marché. Et moi, je le vois, hein, ma société de marchand là, que j'ai relancée il y a 1 an, elle a eu un essor que je n'avais jamais eu avant, tu vois. Mais parce que je suis passé par des phases qui sont beaucoup plus simples, j'ai plus confiance en moi et je pense que ça joue beaucoup aussi dans le business, tu vois, où, tu sais, il y a des moments, en fait, on vend beaucoup en cascade et on rachète beaucoup en cascade. Il y a des fois où une vente, elle capote à la dernière minute, mais elle servait à nous racheter un bien la semaine suivante, tu vois. Et on est parti sans condition parce qu'on était persuadé il avait déjà un accord de financement avant, mais qu'il n'a pas eu parce que, bref, pour différentes raisons. J'appelle mon associé, je dis, tiens, il faut qu'on trouve 150 000 là, t'as 48 heures. Mais en fait, tu le dis tellement de manière convaincue, t'es tellement convaincu, on va trouver des solutions, tu vois. Donc, c'est là où je pense que déjà, si t'as pris l'habitude de rentrer rapidement sur le marché, t'as pris confiance en toi, je pense que c'est beaucoup aussi ça qui marche, et t'es convaincu de ton produit. Moi, tu sais, il y en a beaucoup qui me disent, ah, mais j'ai trop envie parce que tu m'as trop hypé, si tu veux. Mais en fait, quand tu parles avec conviction de ton produit, t'es le meilleur vendeur de ton business. Donc, le nerf de la guerre dans un business, c'est la vente. Si t'es bon dans la vente, dans la psychologie humaine, si t'arrives à comprendre les personnes, la fiscalité, tout ça, tu peux le déléguer, c'est bien d'avoir des notions aussi. Mais je pense que après c'est de plus en plus simple, du moins, de créer. Tu vois, et c'est pour ça que c'est cette année, enfin, c'est là, depuis quelques semaines, que on intègre des prises de participation dans d'autres business qui ont quelques difficultés de gestion, de marketing, de choses comme ça. Parce que nous, on arrive et on sait qu'on peut actionner des choses, tu vois. Parce qu'on sait que ça fonctionne 1 fois, ça fonctionne 2 fois, 3 fois. Et l'idée, c'est de dupliquer ça et c'est tôt ou tard de faire beaucoup de reprises d'entreprise, de restructuration, de redéveloppement. Génial. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas du tout égocentrique. Et ça, c'est beaucoup, toujours pareil. Je fais le gars un peu aux États-Unis, mais aux États-Unis, il n'y a pas de ah, tu te la pètes. C'est non, j'ai confiance en moi. Bah, c'est une compétence, si tu veux. Et c'est même bien. Au contraire, il faudrait que ça soit valorisé. Alors, évidemment, il ne faut pas partir dans le cliché de celui qui se la pète et tout. Mais c'est bien d'avoir confiance en soi et c'est bien de le reconnaître et de savoir là, je suis très bon, mais là, je suis mauvais, tu vois. Moi, il y a des choses, je suis très bon, il y a des choses, je suis très mauvais aussi. Mais c'est OK. Moi, j'ai m'axé que sur là où je suis très bon, continuer à développer ça et m'associer là où j'ai besoin, tu vois. Je suis très mauvais dans les Excel, structuration, tout ça. Mon associé, c'est une star là-dedans, tu vois. Par contre, je suis peut-être meilleur sur le produit, l'immobilier, chercher, discuter, négocier, je suis peut-être meilleur, tu vois. Donc, à partir de là, je pense, après, je vais peut-être me tromper, c'est pareil, ça peut faire partie, enfin, ça peut être égocentrique de dire, ou prétentieux de se dire, je pense que je vais plus facilement réussir mes futurs business, mais j'en suis quasiment sûr. Parce que c'est pareil, tu as une capacité d'analyse qui est différente aussi, par rapport à ton expérience précédente. Complètement. Personal branding, sur-côté, sous-côté? Sous-côté à mort. Aux US, c'est pour ça que j'adore les... Toujours pareil, les US. Mais c'est le cas. Aux US, tu vois, il y avait un débat en France qui disait, ouais, en gros, si t'es riche, t'as pas besoin d'être sur les réseaux. Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est pas blanc ou noir. C'est pas parce que je suis riche que j'ai pas besoin d'être sur les réseaux. Non. Aux US, si tu veux, ils sont vraiment, bah non, en fait, l'un ou l'autre, soit sur les réseaux. Parce que les réseaux vont t'apporter énormément d'opportunités. Des fois, c'est des opportunités que tu n'auras pas. Comme je te dis, moi, c'est YouTube qui m'a apporté mes premières opportunités. Instagram, le deal à 1 million, je l'ai eu parce que la responsable d'agence, elle allait me voir sur Insta et s'est dit, ah ouais, en fait, il est sérieux, tu vois. C'est parce que quand tu fais une offre à 1 million, un projet à 1 million, et en plus, je crois que j'avais mis une condition de financement, c'était plus anecdotique pour dire, je mets une clause de financement, mais c'était 150 000, tu vois. Donc 150 000 versus 5 millions, ils se disent, c'est qui ce gars, il a 30 ans, enfin tu vois. Ouais, ils font des recherches. Ils font des recherches. Et là, elle a vu Instagram, tout ça, elle s'est dit, ok, c'est bon, tu vois. J'ai rien eu à justifier, j'ai pas sorti mes comptes, j'ai rien sorti. Elle a regardé mon Instagram. Donc sous-côté à mort, et c'est pour ça que là, j'ai repris une personne qui bosse avec moi sur les réseaux pour vraiment alimenter régulièrement parce que c'est hyper puissant. Et j'ai des deals sur les réseaux, tu vois. Il y a des personnes qui me disent, tiens, Mac, j'ai pas pu faire cette opération, j'ai pas de cash, on s'associe, tu vois. On se connaît pas. Et j'ai des opportunités comme ça, donc méga sous-côté. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, pendant 7 ans, j'ai jamais rien fait sur mon personal branding parce que voilà. Et maintenant, je comprends que c'est l'avenir, en fait. C'est ça. Et quand tu regardes les critères de... je suis intéressé notamment au rachat d'entreprise, revalorisation, tout ça, l'emprise, enfin la présence sur les réseaux est hyper importante.
autant qu'un canal de distribution, tu vois. Clairement. Et donc là, c'est intéressant. Donc, bon, après, personal branding, j'imagine que tu en faisais déjà du coup quand tu t'es lancé sur YouTube, hein, parce que le YouTube, Ouais, ça sert aussi à ça. inconsciemment, mais ouais, c'est ça. Inconsciemment, ouais. Ouais, ouais. Avec Instagram aussi. T'as combien d'abonnés sur Insta? 13 000, je crois. un truc Ouais, comme ça. donc c'est pas mal. Ça veut dire Ouais. que aussi tu as une notoriété. Mm. Ça, au départ, du coup, tu as tout fait tout seul. Ouais. Et là, maintenant, tu veux aussi un peu plus le professionnaliser, donc tu te fais Ouais, accompagner par une agence. Ouais, enfin, elle est toute seule, tu vois, elle est à son compte. Je préfère parce que les agents, j'avais testé aussi, mais là, elle est vraiment à son compte, elle est toute seule, c'est plus accessible, je peux plus facilement faire ce que je veux et elle comprend mieux, tu vois, donc c'est plus flexible. Mais oui, je délègue cette partie-là. Là, je réfléchis aussi à le faire, Ouais. mais bon, c'est encore un tout nouvel univers pour moi, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Là, avec la personne avec qui tu bosses, comment ça se passe? Vous bossez sur la stratégie, sur l'image que tu veux donner, la cible que tu veux toucher, etc. Et après, vous réfléchissez au contenu que tu vas créer. Tu vas faire un planning de tout est réel, des trucs comme ça? Ouais, en fait, au début, on a fait un audit. Qui tu es, qui t'as envie d'attirer, tes forces, tes faiblesses, tes qualités, et ainsi de suite. Comme ça, tu vas vraiment... Tu auras un personal brand qui va se créer. Tu auras aussi un avatar, un personnage, tu vois, chez qui tu vas t'orienter. Et après, tu vas faire un calendrier éditorial avec, on va essayer de faire lundi tel type de contenu, mardi tel type de contenu, ainsi de suite, pour différentes raisons. Des fois, ça peut être l'acquisition de trafic, enfin de se faire connaître à plus grand nombre, montrer ta légitimité, montrer les réussites clients, enfin, tu vois. Et en fait, chaque poste a une vocation derrière. Okay. Tu postes pas pour poster. Enfin, ça, c'est ce que je faisais au début, mais ça n'aboutissait pas, si tu veux. Là, l'idée, c'est vraiment quand tu postes, c'est qu'il y a une raison de poster pour ça. Et du coup, voilà, nous, on a un calendrier éditorial. Elle me scripte aussi certaines choses. Moi, je scripte, tu vois, quand j'étais venu, c'était pour tourner des réels, par exemple. Donc, c'est moi qui les avais scriptés. Je lui ai envoyé une 18 réels. Et je sais que pour le mois, je suis tranquille. Et après, elle les publie, elle les monte, elle s'occupe de tout. Parce qu'en fait, avant, toujours pareil, c'est vraiment depuis cette année où je me structure le plus possible. Tu vois. Là, en travaillant directement et indirectement pour moi, juste sur la partie Internet, j'ai le pôle marketing où ils sont peut-être 1, 2, 3, 4, peut-être 5, tu vois. Tu as script ads, lancer les ads, les tunnels de vente, la gestion, tout ça. J'ai pôle vente où ils sont 3, pôle réseaux sociaux où j'ai 3 personnes, monteurs, vignettes et personnes qui publient. Donc, tu vois, ça va très vite, finalement. Tu as vite une équipe de 15 personnes, tu vois, qui tournent autour de toi. Avant, j'avais peur de m'engager là-dessus, mais c'est toujours pareil, ça dépend de la vision long terme ou pas que tu as. Et maintenant, pour rien au monde, je reviendrai en arrière, si tu veux. C'est parce que c'est tellement plus simple et toi, tu peux vraiment te focaliser sur ce qui fonctionne. Et je pars du principe que dès que tu vas commencer un business, le moindre euro que tu vas gagner, il faut que tu le réinvestisses intelligemment dans ton business pour produire mieux et produire de meilleure qualité et essayer d'automatiser le plus. Donc, clairement, si tu peux déléguer à cette partie-là, délègue et ça va te permettre d'avoir une meilleure présence. Moi, je vends beaucoup plus juste parce que je la paye, tu vois. Et tu la payes combien là? C'est un abonnement, on est à 850 par mois. Et elle te fait combien de réels par semaine? 5 sur 7. 5 sur 7, ok. En fait, on est du lundi au vendredi, des fois c'est un peu le week-end, ça dépend. Et il y a story et publication tous les jours. D'accord, ok. C'est soit un réel, soit un carrousel. Et tu publies donc sur Insta, tu fais aussi les YouTube Shorts? Insta, YouTube Shorts, TikTok. Et là, je vais reprendre les vidéos YouTube. J'attendais de commencer le coaching avec mon coach aux US pour avoir une ligne éditoriale, si tu veux, sur YouTube. Et du coup, je vais reprendre ça là dans quelques semaines, je pense. Hyper intéressant. Là aussi, sur la partie vente de l'accompagnement, tu passes par une agence pour le closing, les ads, etc. Ou... Ouais, alors on a un pôle market qui fait tout ce qui est ads, acquisition. Donc, nous, on fait beaucoup de webinaires, si tu veux. Tous les mardis soirs, je suis en live, je fais des webinaires, je présente l'activité de marchand de biens et après, on fait un appel d'audit. Avec, alors pareil, closer, c'est pas vraiment closer parce que pour moi c'est un peu galvaudé, tu sais, c'est vraiment il veut te vendre pour te vendre. Non, on fait plus un audit. Est-ce que c'est cohérent pour toi ou pas? Et quelle formule peut être la plus cohérente avec ce qu'on a? 1 sur 2 n'aboutit pas à une vente, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on veut pas closer pour closer parce que toujours pareil, on accompagne les personnes et on n'est pas là pour faire de la masse à vendre de la formation et on s'en fout. Donc déjà nous on fait plus une préqualification, une qualification et après si c'est pertinent on te propose l'offre. Et là, on a une personne qui s'occupe, ce qu'on appelle un setter, qui appelle tout le monde dès que tu t'inscris et tout. On a une personne qui s'occupe d'avoir les personnes au téléphone pour closer. Et on a un responsable de vente qui va s'occuper de tout planifier. C'est lui qui me fait un reporting, tu vois, sur combien on a eu d'inscrits, combien on a eu de coups de téléphone, qu'est-ce qui a marché, pas marché. C'est lui qui va former continuellement les personnes aussi, tu vois. C'est pareil, j'aime bien maintenant, je prends toujours des
responsable d'eux. Tu vois, j'ai pas envie de traiter avec toutes les personnes, genre les ads. J'ai pas envie de traiter avec la personne qui. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas le temps et je sais que je suis pas bon et que je procrastinais, que ça n'avançait pas. Quand je devais traiter avec le gars qui fait les tunnels, le gars qui fait les miniatures, le gars qui fait les ads, le gars qui gère les campagnes pub, tu vois. Maintenant, j'ai un responsable qui gère tout, une agence ou un freelance, mais qui gère tout. Ok. Ouais, hyper clair. Ouais. Et aussi un conseil, c'est que surtout sur cette partie market, commerciale, j'adore payer au pourcentage. Plus tu es motivé, plus tu gagnes. Oui. Tu vois. Là aussi, on réfléchit aussi à prendre une agence sur la partie acquisition client et closing, aussi pour la vente de notre accompagnement. Ouais. Et c'est pas aussi, ils sont à la com, là, ils nous ont fait une proposition, c'est 30%. Ok. Il n'y a pas de frais de setup. D'accord. Donc les gars, déjà, s'ils veulent travailler avec toi, c'est parce qu'ils croient vos projets, tu vois. Et après, ils prennent un gros risque parce qu'il y a beaucoup de travail aussi au départ pour mettre en place tout le setup et créer tout le système d'acquisition client, le management des ads, etc. Et à la fin, il faut que ton accompagnement il soit bon et que tout ça, parce qu'après, il faut closer. Ouais. Et comme ils prennent qu'au résultat, ils sont hyper motivés, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. 30%, c'est sur la marge ou sur le chiffre? Sur le chiffre. Ok. Donc là, on est en train de voir si on le fait ou pas. Et on est en plein dans toutes ces réflexions, tu vois, que tu as eues du coup à l'époque. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Tu vois, nous, on a deux tarifications. On a une tarification market, donc tout ce qui est marketing, ads, tout ça, où là, c'est un frais fixe plus un pourcentage sur la marge, donc hors frais de pub, tout ça. Et on a après, sur le pôle vente, c'est un pourcentage sur les ventes. Okay. Direct, tu vois, donc sur le chiffre. On pourra en discuter comme ça, tu me diras ce que tu en penses. Avec plaisir. Bon, trop bien, franchement, c'était cool. Je sais pas combien de temps ça fait. Ça fait 1h10. Ah ouais, quand même. C'est pas mal déjà, c'est passé vite. Ouais, carrément. Franchement, tu m'as donné plein d'infos. Tu étais hyper transparent, c'est top. Je suis très, très content. Ça t'a plu comme exercice? Moi, j'ai adoré. J'adore les podcasts. C'est vrai que je faisais pas beaucoup, mais maintenant, je suis de plus en plus invité, donc j'apprécie beaucoup les podcasts. C'est cool. Bon, trop bien. J'espère également que ça vous a plu. Dites-le nous en commentaire, mettez un like pour nous donner de la force. Abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et on se voit du coup la semaine prochaine avec Jérémy. On fera un débrief de notre business, puisque du coup, une semaine, on fait juste un débrief avec mon frère jumeau, du coup, Jérémy. Et la semaine d'après, on fait une interview avec un entrepreneur hyper inspirant. Donc, merci encore pour être venu. Merci Kevin, en tout cas pour l'invitation. À bientôt. Bye bye. Bye.